Bonjour à tous. Le géant énergéticien EDF s'est doté d'une équipe stratégie de l'innovation. L'idée est d'aller chercher, parfois loin de son cœur de métier, de nouvelles idées. Je reçois aujourd'hui celle qui est à l'origine et à la tête de cette mission très exploratoire. Aude Winsrich sera ma grande invitée dans Smart Tech. Deuxième partie de l'émission, on a notre grand rendez-vous régulier avec la diversité. Cette fois, on recevra des entrepreneurs qui travaillent à de nouvelles solutions dans la santé. On terminera avec le regard que portent les 16-25 ans sur les métavers. Mais tout de suite, donc, je reçois celle qui est à la tête de cette stratégie de l'innovation chez EDF. C'est elle aussi qui a lancé l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein du groupe. Aude Winsrich du groupe EDF. C'est tout de suite dans Smart Tech. Je suis en compagnie de Aude Winsrich, directrice de la stratégie innovation chez EDF, le géant énergéticien. Qu'est-ce que ça veut dire innovation pour EDF ? L'innovation, c'est vraiment un domaine qui est super important pour nous parce qu'aujourd'hui, les rapports de l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, le montrent, 50% des émissions carbone qui restent encore à supprimer n'ont pas encore trouvé la technologie qui vont le permettre. Et donc l'innovation va vers cette voie exploratoire pour pouvoir identifier ces nouvelles solutions qui nous permettront d'atteindre la neutralité carbone. Et ça représente quelle part de l'activité d'EDF ? Alors, par innovation. L'innovation, on va dire qu'il y a l'innovation incrémentale. C'est-à-dire l'innovation incrémentale, c'est l'innovation qui est faite au niveau des métiers. Comment est-ce qu'on optimise le quotidien ? Ça peut créer énormément de valeur. Et puis ensuite, on a l'innovation qui est très exploratoire, qui est beaucoup plus en rupture. Dont vous êtes en charge. Voilà, dont on est en charge. Et là, c'est une petite partie, c'est une petite équipe, mais finalement qui peut avoir des impacts à long terme assez importants. Alors, c'est vous qui avez déployé l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le groupe. Votre parcours vous y a amené, forcément, puisque vous êtes docteur en intelligence artificielle, traitement automatique des langues de l'Université Paris-Sorbonne, avec un prisme sciences sociales important. Et vous entrez au départ chez EDF pour une mission de conseil en IT. Vous travaillez en fait sur le planning des vacances du groupe, qui ne doit pas être une mince affaire. Oui, exactement. En fait, j'ai un parcours qui est très lié entre la technologie et l'humain. Comment est-ce qu'on peut mettre vraiment la technologie à disposition de l'humain, mais pour apporter vraiment une valeur ajoutée. Et donc, je suis rentrée effectivement chez EDF, au niveau du comité d'entreprise d'EDF, pour pouvoir repenser un petit peu toute cette organisation de l'IT autour de la gestion des vacances. Donc c'est vrai que c'est un petit sujet, mais avec énormément de tech, énormément de complexité et une dimension humaine et organisationnelle très forte. Et puis de fil en aiguille, je suis passée sur différents postes au sein d'EDF pour faire toujours du conseil en stratégie des systèmes d'information, avec vraiment toujours ce prisme, comme vous l'avez dit, entre finalement comment la tech peut être mise au service de l'humain et avec vraiment ce prisme de pluridisciplinarité super important pour moi. Et comment arrive cette idée de créer une équipe entièrement dédiée à l'IA au sein d'EDF ? Alors, sur l'intelligence artificielle à EDF, bien avant que j'arrive, il y avait énormément de choses qui étaient réalisées au niveau de la R&D, parce qu'il y a une R&D qui est super puissante à EDF, avec beaucoup d'intelligence artificielle qui était déployée, puis également quelques équipes qui commençaient à s'y intéresser dans les métiers. Et l'idée a été de se dire, au niveau de l'opérateur IT, donc l'opérateur IT vraiment qui va pouvoir déployer très largement des systèmes d'information, comment est-ce qu'on pourrait intégrer l'intelligence artificielle pour apporter cette valeur ajoutée au niveau des différents métiers, avec une dimension, moi que j'ai trouvé passionnante, de comprendre les enjeux des métiers, de vraiment savoir quels étaient leurs besoins et du coup d'aller trouver la solution d'IA qui pouvait leur servir au mieux. Mais là, à ce moment-là, on est en 2017, ouais, donc 2017. Finalement c'est assez précoce de dire on va créer une entité dédiée à 100% à l'IA. Donc vous créez cette entité, vous la managez, vous devenez directrice de programme d'intelligence artificielle. Quel est votre regard aujourd'hui sur l'arrivée de ces IA génératives, sur l'utilisation de ChatGPT maintenant dans le monde du travail, de l'entreprise ? Alors, je vais vous donner mon avis qui est très personnel et aussi très en lien avec d'autres activités que je peux avoir par ailleurs. Je participe au COMEX de Laboria, qui est un dispositif qui a été mis en place également par le ministère du Travail, en lien avec l'INRIA, pour pouvoir vraiment... Aucun lien avec EDF. Aucun lien avec EDF. Voilà, moi, j'interviens
j'interviens dans ce COMEX. Exactement, j'interviens dans ce COMEX à titre d'experte. Et ce Labor IA est très intéressant pour évaluer l'impact de l'IA dans les différents métiers. Et donc voilà, je veux dire, c'est super intéressant d'avoir aussi cette dimension, encore une fois, très pluridisciplinaire, très systémique, pour pouvoir étudier les impacts. Et les questions que posent aujourd'hui ces IA génératives, cette diffusion d'un seul coup massive avec ChatGPT par exemple, entre toutes les mains, avec toutes les dérives évidemment qu'on commence à voir. Mais c'est vrai que comme ça vous interroge, ça vous inquiète, ou vous vous dites non, c'est un passage obligé et c'est tant mieux, on progresse? Ouais, c'est vraiment une interrogation du quotidien, alors y compris même au sein de la famille, parce que moi j'ai des ados donc qui me disent mais est-ce qu'on peut l'utiliser pour nos cours? Moi je pense que de toute façon c'est quelque chose qui arrive. Donc vu que ça arrive, ça sert à rien de faire l'autruche et de se dire non, voilà, ne le regardons pas. ChatGPT, moi je pense que... Si vos ados vous demandent la permission et que vous leur dites non, de toute façon ils le feront quand même. C'est ça, exactement. Donc on a eu vraiment ces débats au sein du cercle familial sur ChatGPT. Moi ce que je leur dis c'est... Ce qui peut me faire peur dans ce type d'IA, c'est que les gens en fait perdent leur sens critique et leur pouvoir de discernement. C'est-à-dire que cet outil-là peut sembler magique si on n'en comprend pas le fonctionnement. On a l'impression que finalement, on va lui demander tout un tas de questions, il va nous répondre, on va prendre ça pour argent comptant. Moi, c'est vraiment contre ça que je les ai mis en garde en disant essayez toujours de comprendre comment ça fonctionne sans rentrer dans le détail de l'algorithme, mais de se dire c'est une base de documents qui est très anglo-saxonne, qui date d'avant 2021, qui va avoir des biais quand on va lui poser des questions. Et tout ça, il faut avoir ce sens critique quand ChatGPT va répondre pour se dire est-ce qu'en fait, cette réponse, j'imagine qu'elle est totalement vraie? Est-ce qu'il ne faut pas que j'aille vérifier avec d'autres sources? Puis il y a autre chose aussi, une fois qu'on a compris le fonctionnement de ChatGPT, on va lui poser différemment les questions. Et là, on peut l'interroger de façon très spécifique. Alors, il y a toute une expertise qui se développe sur le prompting engineering, qui est super pertinente. Et là, on peut avoir une expertise et de nouveaux types même de métiers, de compétences à développer pour savoir interroger cette base documentaire qui est ultra riche. Bon, alors ça, c'est un sujet maintenant dont vous vous occupez plus au sein du groupe EDF, mais j'imagine qu'il fait partie des déploiements. Vous êtes à la tête de la stratégie innovation, c'est-à-dire que vous fixez un cadre. Comment est-ce que vous définissez les grands axes, les grands sujets sur lesquels vous allez travailler ? Alors, c'est vrai que la stratégie d'innovation va fixer ce cadre, mais en conservant vraiment une liberté au niveau des métiers. Chaque métier va avoir ses propres enjeux, va avoir sa volonté d'innover. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer un cadre dans lequel les métiers vont pouvoir déployer leurs enjeux d'innovation, leur ambition d'innovation. Alors, ce cadre-là, comment est-ce qu'on l'a déployé ? On a beaucoup travaillé avec déjà les métiers en interne pour comprendre quels étaient leurs enjeux, quelles étaient leurs ambitions, en quoi l'innovation pouvait venir les servir. On a également beaucoup travaillé avec la stratégie groupe, la R&D bien sûr, mais aussi avec beaucoup d'externes, experts externes de tout domaine pour pouvoir capter les tendances technologiques, bien sûr, mais aussi les tendances sociétales. Et on a vraiment mis un point d'effort à aller chercher toutes ces évolutions de la société, comprendre comment le monde bouge pour pouvoir ensuite venir s'en inspirer. Et donc ce cadrage, il va proposer 6 grands axes d'innovation prioritaires dans lesquels on se dit, voilà, on va déployer nos efforts dans ces axes-là. Et on a défini également un portefeuille de sujets. Quels sont ces axes, juste pour qu'on ait une idée un peu concrète? Alors on a 3 axes qui sont très cœur de métier. Assez classique, on va dire pour nous. Un axe autour de tout ce qui est solutions et services de la décarbonation, mais on a mis beaucoup l'accent sur l'innovation qui permettrait d'avoir un accès à ces solutions et services facilités. Un axe autour de l'optimisation de la performance de nos moyens de production et de stockage, et un axe sur le développement des nouveaux moyens de production. Et puis après, on a 3 axes qui sont beaucoup plus exploratoires. Un axe sur tout ce qui est système d'énergie décentralisé. Un autre axe autour de la capture et la compensation carbone. Et puis un autre qu'on apprécie particulièrement dans l'équipe autour des tendances sociétales. Comment ces tendances peuvent venir inspirer le reste de nos sujets, de nos projets. C'est-à-dire, quel rapport avec un groupe énergéticien ? Nous, on se dit, un énergéticien, bien sûr, il va produire de l'énergie, il va fournir de l'énergie, c'est pas que la technologie. On a des clients, le monde bouge, il y a une culture d'entreprise et être à l'écoute de toutes ces tendances de la société nous permet finalement de rester dans le jeu, de pouvoir évoluer aussi. Par exemple, les nouveaux modes de travail, ça le va être fait très qu'on large. soit plus à distance, les événements qui se font en mode hybride, qui demandent des nouveaux moyens énergétiques.
Ça peut être C'est de cet ordre-là? Ouais, c'est ça. Là, il y a 3 ans, par exemple, enfin 2 ans maintenant, on avait commencé à regarder tout ce qui est autour de la sobriété, par exemple, en se disant, c'est peut-être une tendance qui va arriver. On avait regardé des choses autour de ce qu'on a appelé le no frills, qui est assez lié. C'est finalement comment est-ce que je peux envisager mes projets en étant au juste niveau de technologie, de maintenance, d'utilisation. Voilà, ça va être ce type de sujet-là qu'on va regarder. Et alors, donc, on a les grands axes et ensuite, vous avez, j'imagine, des sujets sur lesquels vous poussez un peu plus loin l'exploration. Ouais. Quel est le job, là? C'est d'aller trouver la start-up qui propose des solutions? Oui, ça peut être ça. On a vraiment un panel super large parce que la direction innovation va proposer plusieurs programmes Pulse, comme on les appelle. Donc, évidemment, il y a des choses qu'on va faire avec les start-up, mais il y a aussi des choses qu'on peut faire en interne. Donc, sur ce portefeuille de projets, comme on l'appelle, on a une quinzaine de sujets très exploratoires qui sont reliés à ces axes-là. Mais là, on va être vraiment dans une démarche agile, un peu en mode start-up quand on va les traiter, avec des jalons tous les 3 mois où on se pose la question de finalement ce sujet-là, est-ce que je le poursuis, est-ce que je le fais pivoter, est-ce que je l'arrête? Et arrêter un sujet, on ne va pas dire que ça ne pose zéro problème, mais ça fait partie d'un accomplissement aussi. Mais alors là, vous allez chercher des équipes en interne, en externe? Exactement. Donc, c'est des équipes internes. Donc, moi, j'ai une petite équipe qui a également les différents programmes Pulse qui vont contribuer. Et puis, on va aussi très souvent aller chercher de l'expertise à l'extérieur parce que ce sont des sujets très exploratoires. Pour vous donner un exemple, alors là, pour le coup, assez tech, on a un nouveau sujet autour du DAC, le Direct Air Capture. Super émergent, c'est en train de sortir aux États-Unis. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On va aller capter quoi? On va aller capter du CO2 dans l'atmosphère. Alors, comme disait la fille d'un de nos collègues l'autre jour, c'est pour nettoyer le ciel. Je trouve que voilà, c'était une belle image. On peut aller chercher ce CO2 directement dans l'atmosphère. Est-ce que ça va fonctionner aujourd'hui? On ne sait pas. Mais ça fait bien partie des sujets qu'on va devoir explorer pour se faire une opinion fondée. Et là-dessus, on va aller chercher aussi de l'expertise à l'extérieur du groupe pour pouvoir conforter cette idée-là. Et puis voir, est-ce que c'est un sujet qu'on poursuit? Est-ce que c'est un sujet qu'on ferme, qu'on met en attente? Donc ça fait partie... Où est-ce qu'on est particulièrement dynamique dans le monde sur ces nouveaux sujets? Alors, spécifiquement sur celui-ci, c'est beaucoup aux États-Unis. Ouais. Beaucoup aux États-Unis, parce qu'il y avait eu des investissements énormes qui ont été faits, parce qu'il y avait l'espace aussi pour le faire. Ces énormes ventilateurs, ça prend quand même aussi un petit peu de place. Et puis, voilà, il y avait une dynamique qui s'y prêtait bien. Donc, un des grands enjeux, là, on le touche du doigt d'ailleurs, c'est comment fournir de l'énergie sans carboner en arrivant au carbone zéro. EDF est déjà aujourd'hui dans le monde leader sur l'énergie décarbonée, puisqu'on utilise principalement le nucléaire, mais il va falloir développer d'autres sources énergétiques. Est-ce que vous avez d'autres pistes comme ça sur lesquelles vous travaillez? Oui, on a d'autres pistes, alors encore une fois très exploratoires. On parle de l'éolien, on parle du solaire, on est allé chercher un peu au-delà. Ouais, on est allé chercher des choses dans l'eau. Donc, on est allé chercher des solutions sur lesquelles on a fait des études, qui sont d'ailleurs disponibles sur le site d'EDF. On appelle ça des deep dives. Des études, en fait, très poussées sur la partie tech. Un exemple, l'énergie houlomotrice. Alors, on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'énergie des vagues. Est-ce que, grâce à l'énergie des vagues, on peut produire de l'électricité de façon rentable? C'est-à-dire que oui, on sait qu'on peut produire de l'électricité, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut déployer? Dans quelle géographie? Avec quel business model derrière? Et là, on a à nouveau toute cette dimension très systémique et très pluridisciplinaire de l'innovation, parce qu'on a une technologie, on sait qu'elle fonctionne, mais derrière, ça va être, est-ce que ça rencontre un usage? Est-ce que c'est compatible avec un business model? Donc, vous travaillez aussi sur les business models. Exactement, on travaille vraiment dans cette dimension qui est extrêmement pluridisciplinaire, extrêmement systémique, pas uniquement sur la partie tech. Ça, bien sûr, il y a des experts qui vont le faire avec nous, mais nous, on va vraiment apporter cette dimension plus holistique, on va dire, dans la démarche. Et alors donc, ça fait 2 ans que votre direction a été créée et existe. Est-ce que vous avez déjà des réalisations ou des projets qui sont arrivés à terme et qui ont trouvé une forme... Alors, on a des projets qu'on a terminés. Alors, des choses, on va dire, assez... alors, je ne sais pas s'il faut dire simple. On avait, par exemple, un sujet autour des financements innovants. Dans le groupe, on avait pas mal de connaissances sur les types de financements qu'on peut utiliser pour déployer l'innovation. Parce que ça, c'est une véritable problématique aussi. Comment est-ce qu'on déploie? Comment est-ce que l'innovation crée toute sa valeur? On a fait au sein de l'équipe, pareil avec d'autres experts et puis avec la direction finance, un livre blanc qui permet de recueillir et de recenser
tous les types de financements innovants qu'on va pouvoir utiliser pour les projets. Donc ça, c'est une réalisation très concrète qu'on est en train de diffuser, qui va certainement apporter beaucoup de valeur par la suite. Et ça, c'est uniquement en interne ou ça peut servir, parce que c'est ce que vous pointez là, c'est très important, ça peut servir à l'externe, ou comment est-ce qu'on accède à ce type de document? Alors, nous, on l'a fait vraiment pour l'interne, avec un prisme aussi EDFien, c'est-à-dire est-ce que ce financement se prête à des projets qu'on pourrait nous développer? Donc voilà, ça, c'est par exemple, ça c'est une réalisation. Sur les autres projets qui sont quand même très explorateurs, on est sur des temps longs. Là, on est plutôt au stade de l'expérimentation. D'accord. Et alors, vous disiez que un des fils rouges, c'était le lien entre la techno et l'humain. Comment est-ce que vous apportez justement cette valeur ajoutée à la technologie, une valeur ajoutée pour les hommes, pour les humains? Je pense qu'après, c'est aussi des questions de posture. On est assez à l'écoute de tous ces experts aussi sur les tendances sociétales. Dans l'équipe, on a des profils très pluridisciplinaires également, avec un prisme humain qui va être très fort. Moi, je pense que c'est vraiment beaucoup d'écoute, beaucoup de compréhension, cette capacité finalement à aller au-delà de son champ d'expertise classique et à aller écouter, à aller comprendre, la curiosité, l'ouverture. Je pense que ça, c'est des qualités, des compétences. C'est-à-dire que vous pouvez récupérer des sujets, par exemple, qui viennent du service R&D, de la branche R&D, vous les appropriez et les travaillez différemment? On travaille ensemble. C'est-à-dire que la R&D va vraiment être très, très expert. On a des chercheurs de super haut niveau sur une très grande partie de tous les sujets actuels de l'énergie. Et nous, on va être vraiment très complémentaires de la R&D pour que cette innovation puisse trouver vraiment son usage, se déployer. On va être très attentif à la conduite du changement. Ça, c'est vraiment des choses auxquelles on fait très, très attention dans l'équipe. Donc ça, c'est la partie sciences sociales, en fait. Hein. Ouais. C'est comment cette techno qui sort de la R&D peut être adaptée aux besoins des métiers chez EDF. Comment est-ce que vous qualifieriez aussi votre lien avec l'écosystème extérieur, des startups, des deep tech? Alors, on travaille beaucoup également avec des startups à plusieurs niveaux. Des startups déjà dans lesquelles le Corporate Ventures pourrait investir. Donc, on a Pulse Ventures, une équipe de la direction innovation qui va investir dans des startups qui permettent d'apporter une expertise complémentaire au groupe. Il y a eu un investissement, par exemple, l'année dernière dans Carbonate qui permet la carbonatation et donc du coup, grâce à de l'économie circulaire, de récupérer des résidus d'industriels, le mixer avec du CO2 pour en faire des granulats qu'on va réutiliser dans le bâtiment. Ça, par exemple, c'est une expertise qu'on n'avait pas en interne. Ça colle complètement à notre raison d'être. Et du coup, voilà, investissement dans cette start-up pour pouvoir faire des belles choses derrière. Et ça, c'est la direction de l'innovation. C'est pas la stratégie. En fait, dans la direction de l'innovation, on a la stratégie, on a le Corporate Ventures, on a plusieurs équipes avec lesquelles, du coup, on travaille au quotidien. Et puis après, on a aussi Pulse Connect, qui là va être une entité toujours de la direction innovation avec laquelle on travaille énormément, qui va connecter les différents besoins des métiers avec l'écosystème des startups dans le but de faire des partenariats, d'essayer de passer à l'échelle plus rapidement. On va aller chercher des briques qui existent à l'extérieur aussi du groupe pour pouvoir booster, accélérer toute l'innovation interne. Vous pouvez être force de proposition pour apporter de nouvelles startups dans ces accélérateurs? Oui, nous, en fait, on apporte nos sujets du cadrage stratégique qu'on co-construit avec les autres. Donc, nos 15 sujets, on les travaille avec les métiers, avec la R&D, avec la stratégie du groupe. Puis ensuite, on va aussi les travailler avec ces dispositifs Pulse qui vont venir prêter main forte en fonction des sujets. Alors, vous avez parlé d'un de vos engagements personnels au sein de Laboria. Il y en a un autre, c'est celui de la mixité. Parce que vous m'avez confié, quand on a préparé cette émission, que dans votre équipe intelligence artificielle, vous étiez à 50-50 hommes-femmes. Oui, alors on était à 50-50 hommes-femmes, et puis en intelligence artificielle... Sans y avoir vraiment pensé en amont. Non, c'était pas un fait exprès, mais je pense qu'après, ça fait partie peut-être de ma façon de manager et puis de construire les équipes. Alors qu'à l'époque, il y avait 14% de femmes dans l'intelligence artificielle. Et donc, je leur avais posé la question de mais comment se fait-il finalement que cette équipe... Enfin, qu'est-ce qui fait que vous avez postulé ? Et elle m'avait répondu finalement le fait que moi je sois une femme, ça les avait décomplexées, elles avaient osé. Et puis ensuite, ça fait boule de neige parce qu'on pratiquait le co-recrutement, comme on le pratique d'ailleurs toujours dans notre équipe actuelle. Et du coup, que d'autres femmes puissent aussi faire passer les entretiens, ça permet, ça permet. Donc sans fixer d'objectifs, de contraintes, de quotas, vous nous dites c'est possible déjà
quand on met 1, 2 femmes dans un service? Alors, sans généraliser, en tout cas, je peux dire par rapport à ma propre expérience, ça a été possible et ça s'est fait assez naturellement. En fait, moi, les engagements que j'ai, c'est aussi au niveau du collectif Énergie Mixité, qui est un collectif très actif au sein d'EDF. Et ça va au-delà même de la parité homme-femme. C'est aussi ce côté diversité dans les équipes. La diversité dans l'innovation, c'est quelque chose qui est fondamental. Ça permet d'éviter autant que possible d'avoir des biais. Ça permet d'avoir des profils complémentaires. Donc, diversité, ça peut être de culture, ça peut être par rapport aux études qu'on a pu faire, ça peut être des façons de penser. C'est aussi ce côté homme-femme. Et ça peut être générationnel. Et donc, voilà, je pense que ces engagements-là sont très importants, d'autant plus quand on est dans l'innovation et qu'on construit les systèmes de demain. Absolument, et d'ailleurs ça va être le sujet qui suit juste après votre grande interview, on va s'intéresser à la diversité. Je voulais terminer avec vous sur l'interview express, quelque chose d'un petit peu plus personnel si vous le voulez bien. Quels sont vos rêves, Aude ? Moi je rêve d'un monde un peu... de construire des nouveaux récits souhaitables qui nous permettent d'aller vers un monde totalement décarboné, mais un monde où on ne le prend pas sous forme de contrainte. Voilà, d'avoir ce récit, ces nouveaux récits qui se mettraient en place. Non punitif. Exactement, qui donnent envie. Et vos peurs ? Ma peur, alors là, en travaillant sur les tendances émergentes de 2023, oui. Une tendance qui m'a fait peur, c'est ce repli sur soi, mais à tous les niveaux. C'est-à-dire au niveau des entreprises, des équipes des entreprises, au niveau des États. Alors qu'on sait très bien que c'est plutôt la coopération qui favorise l'innovation, mais aussi le développement des choses positives. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellée, qui m'a fait peur en me disant, voilà, si on rentre dans un monde où chacun se replie sur soi, là, on va avoir un vrai problème pour la suite. Comment est-ce que vous voyez les développements de l'intelligence artificielle à 5 ans ? Bonne question. Ce que j'aimerais bien, c'est que finalement, peut-être à force de pédagogie, etc., on arrive à comprendre que l'intelligence artificielle, c'est pas magique. Il faut ni en avoir peur, ni se dire c'est formidable, mais plutôt comprendre comment ça fonctionne, de façon à l'utiliser en aide à la décision, par exemple, ou en tout cas en appui à l'humain. Non pas comme quelque chose qu'on mettra à côté, mais vraiment en complémentarité. Bien comprendre comment est-ce que l'humain peut travailler avec une IA et pas au service de l'IA. Et le futur, alors, vous le voyez comment, Aude ? Moi, je suis très optimiste, donc j'espère qu'on aura un futur totalement neutre en carbone, plein d'innovations et un futur formidable. Merci. C'était la grande interview d'Aude Winsrich, directrice stratégie de l'innovation pour le groupe EDF. On se retrouve juste après une petite pause. On va parler de diversité, d'inclusion numérique avec des nouvelles solutions dans la santé. C'est parti pour la deuxième séquence de Smartech. C'est notre grand rendez-vous avec la diversité, l'inclusion numérique. On en parle avec Diversidays, l'association qui travaille sur ces sujets au quotidien et sur le terrain. Et aujourd'hui, c'est Chloé Sebag qui représente Diversidays et qui était avec nous au plateau. Bonjour Chloé. Bonjour Delphine. Et vous êtes venue accompagnée de 2 créateurs d'entreprises qui vont apporter des nouvelles solutions dans la santé. On est ravis. Yanis Barry, vous êtes le fondateur d'Ordolib, et Zaïm Rai, vous êtes la fondatrice d'H24 Care. On va s'intéresser à vos solutions, mais d'abord, on va faire un petit point, Chloé, ensemble sur l'entrepreneuriat et la santé. Vous avez quelques chiffres à partager. Alors déjà, un chiffre, effectivement, 12,3%, c'est la part de PIB consacrée à la santé en 2021. Donc on voit que c'est un secteur qui est très important, qui se positionne en 3e position dans notre économie et qui, au-delà de ça, emploie 2 millions de personnes en France. Donc voilà, un secteur super, super important. Gros marché. Ouais. Gros marché, exactement. Et on le voit aujourd'hui, c'est un secteur qui est aussi en transformation et qui doit répondre à de nombreux défis, notamment le défi de l'accessibilité des soins et des traitements dont on va parler aujourd'hui. Il y a des super talents qui proposent des solutions qui peuvent tout changer. Ces talents, ils ne sont pas toujours suffisamment mis en avant et c'est tout l'objectif, je crois, de l'émission d'aujourd'hui, c'est d'en parler. Et tout n'existe pas déjà. On n'a pas juste des géants sur ce marché. Aujourd'hui, il faut trouver de nouvelles solutions face aux multiples problèmes qu'on trouve aujourd'hui dans le secteur de la santé. Alors, Yanis Barry, vous allez nous parler d'Ordolib. En quoi ça consiste ? Vous l'y écrirez bien mieux que moi, je pense. Bonjour Delphine, déjà merci de nous recevoir. Donc, Ordolib, c'est une plateforme de mise en relation entre les patients et les pharmaciens, donc qui permet à ses utilisateurs de récupérer leurs médicaments en click and collect
ou alors de se les faire livrer à l'adresse de leur choix, donc à domicile, au bureau ou à toute autre adresse. Et là, l'objectif, c'est quoi? Désengorger les pharmacies? Il y a un problème aujourd'hui en pharmacie? Alors, Ou c'est le problème du déplacement des personnes qui sont souffrantes? On vient répondre à plusieurs problématiques ou points de douleur, en tout cas par cette innovation, et c'est surtout pendant la crise sanitaire de la Covid-19. Pour la petite histoire, moi j'ai une grand-mère qui a des comorbidités, donc il lui a été proscrit de sortir de chez elle pendant la crise sanitaire de la Covid-19, donc j'étais en charge de lui ramener la quasi-entièreté de ses plis. Donc je lui faisais livrer quasiment tous ses plis, sauf les médicaments, c'était compliqué. Les pharmaciens ne peuvent pas livrer les médicaments de tous leurs patients, et pour avoir passé une journée avec un pharmacien, c'est très compliqué, ils ont des journées à rallonge. Et donc nous, par rapport à ça, justement, on s'est dit qu'on allait créer cette plateforme de mise en relation en les mettant en relation, en facilitant la livraison pour les patients et en facilitant la journée des pharmaciens. Et comment ça fonctionne? Alors en fait, c'est tout simple, hein. Vous avez une application mobile donc, qui sera disponible en septembre 2023 sur laquelle vous pouvez choisir la pharmacie. Une application mobile simple? Simple et intuitive. Parce que votre grand-mère, elle s'en sert, par exemple? Parce que ma grand-mère va s'en servir justement quand elle sera disponible. Non, mais c'est un vrai point que vous soulevez là, Delphine. Il faut que ce soit intuitif et simple. Donc sur laquelle vous chargez votre ordonnance, donc soit par le biais de l'appareil photo, soit sous format PDF avec la téléconsultation. Et donc vous choisissez la pharmacie la plus proche de chez vous. Et ensuite, vous décidez de vous faire livrer vos médicaments à domicile ou de les récupérer en cliquant. Et donc, qui livre? Comment ça s'organise? Alors, on a des partenaires qui sont auto-entrepreneurs, donc qui sont des livreurs, qu'on a décidé qui ont décidé de faire appel, donc qui seront en charge de livrer les plis à domicile pour les patients. Donc, vous créez une plateforme à la Uber pour la livraison de médicaments. À domicile, exactement. Ça pose des questions, ça, de législation, de contrat de travail. Aujourd'hui, c'est encore un sujet assez sensible. On s'est confronté à pas mal de freins législatifs qu'on a réussi à lever. Aujourd'hui, l'Ordre national des pharmaciens, en fait, il autorise la livraison de médicaments à domicile si le colis est scellé, si le colis est opaque et nominatif, et si la livraison de médicaments a été dûment mandatée par un tiers, tout simplement. D'accord. Alors, on va s'intéresser au projet H24 Care avec vous, Zaïm Rai. Donc, plateforme qui permet de désengorger, vous, c'est les hôpitaux et en particulier les urgences. Oui. Donc, grand sujet, beaucoup d'attentes, beaucoup de besoins. Oui. Quelle réponse vous apportez très concrètement? Alors, ce qu'il faut comprendre, on va parler un peu de chiffres. Tout d'abord, il y a 22 millions de passages aux urgences par an. Et il y a 11 millions de passages qui ne devraient pas être aux urgences. Donc, vous avez 11 millions de patients qui se rendent aux urgences pour des raisons qui ne sont pas urgentes. Et il faut aussi comprendre qu'un service d'urgence, c'est un service qui est censé recevoir des patients en cas d'urgence et qui nécessite un acte technique ou le plateau technique. En gros, vous y allez parce que vous avez un soin qui ne pourra pas être prodigué en ville. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que les gens n'ont soit pas de médecin, soit n'en trouvent pas et vont là où c'est le plus disponible. Et ou si on s'inquiète et qu'il est 2 h du matin, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? On va aux urgences. On va aux urgences. Alors, il y a des horaires où c'est un peu normal et légitime d'y aller. Il y a d'autres horaires en journée où ça ne l'est pas. Et nous, ce qu'on a fait, du coup, on a fait un travail pour désengorger les urgences et surtout réorienter les patients non prioritaires, typiquement, les gens qui vont pour des soins qui ne sont pas urgents. Et on leur propose un rendez-vous en ville dans les 24 heures auprès soit d'un généraliste, soit d'un spécialiste en fonction de la raison pour laquelle ils se rendaient à l'hôpital. Et ce qu'on a fait, donc ça fonctionne via une plateforme qui est utilisée par les médecins pour la sécurité du patient. C'est-à-dire que ce n'est pas le patient qui va dire « bon, moi finalement, ce n'est pas urgent ». Il n'est pas censé savoir, on n'est pas médecin. Et ça, est-ce que ce n'est pas le job de SOS Médecins? Alors SOS Médecins, alors nous, on parlait beaucoup de diversité et d'inclusion. L'accès à la santé via SOS Médecins coûte cher puisqu'il faut avancer les frais. Et justement, les personnes se rendant aux urgences, les études sont très claires dessus, c'est quand même une population qui n'a pas forcément les moyens d'avancer les frais. Donc SOS Médecins est une alternative, évidemment, et on va travailler avec eux. Mais l'idée, c'est aussi de se dire, on va réorienter sur des endroits qui vont prendre, qui a le tiers payant et qui sont conventionnés secteur 1. Donc sans dépassement d'honoraires. Et c'est pour ça que nous, on travaille avec des maisons de santé, des centres de soins non programmés, des maisons médicales ou des cabinets libéraux classiques. Et donc, on réoriente ces patients-là. Donc, ils ont l'offre de soins qui correspond à leurs besoins et à la prise en charge médicale. Et en même temps, ils ont aussi une offre de soins qui, au niveau social, répondent aussi à ce qu'ils peuvent engager comme frais. Et vous venez pas du tout du secteur de la santé, vous? Alors non, pas du tout. J'ai travaillé un temps dans un laboratoire pharmaceutique, mais pas du tout. Non, moi, je viens du marketing et de la communication pour des grands groupes tels que j'ai travaillé pour Microsoft. Alors comment vous êtes arrivé sur ce projet? Alors en fait, pareil, moi, c'est la vie qui m'y a emmené. J'ai emmené mes enfants à l'hôpital et j'ai attendu énormément de temps. Et heureusement, ça, parce que ça voulait dire que c'était pas urgent. Et je leur ai posé la question où je peux aller si je dois attendre longtemps et que c'est dérangeant. Où je peux aller, on m'a dit on ne sait pas, on n'a pas le temps, on ne sait pas.
Et donc tout le monde courait un petit peu partout. Et donc l'idée, c'était de dire, c'est quand même très étrange, à l'ère du tout numérique, tout le monde ultra digitalisé, on passe nos vies sur les réseaux et qu'on n'a pas l'information aujourd'hui. Donc un hôpital n'a pas l'information de savoir où vous réorienter et n'a pas le temps d'échanger avec vous pour savoir quel est le meilleur soin pour vous en dehors de l'hôpital. Et c'est là où, écoutez, mon passé de marketeuse et en même temps de travail dans un laboratoire m'a permis de dire, il y a du parcours patient à améliorer et il faut optimiser le temps médical des soignants pour justement permettre à une meilleure prise en charge en ville pour les soignants, au bénéfice des soignants. Mais entre les mains de qui on met cette plateforme pour que ça fonctionne? Pour que ça fonctionne, on la met, nous, entre les mains des soignants, des urgentistes. Donc, une fois qu'ils ont déterminé... Donc, quand on arrive à l'accueil des urgences, pour essayer d'être concret, parce qu'on parle du parcours patient, on arrive à l'accueil des urgences, on va patienter. Alors, vous arrivez à l'accueil des urgences, vous faites d'abord l'enregistrement administratif. Suite à ça, vous allez être reçu par une infirmière d'accueil et d'orientation, une IAO, qui va prendre vos constantes et qui du coup, va déterminer les raisons pour lesquelles vous êtes là et va vous mettre dans un système le tri French. Donc, c'est pas un gros mot, mais en fait, c'est un système qui permet de dire, vous êtes très urgent, vous l'êtes pas, et donc ça va de 1 à 5. Et quand vous êtes 4 ou 5, finalement, vous n'êtes pas urgent, et il y a d'autres personnes prioritaires avant vous. Donc c'est cette personne à ce moment-là 4 et 5, l'infirmière en concertation avec le médecin urgentiste va déterminer si vous pouvez rester ou pas, et si vous ne pouvez pas rester, elle va vous proposer un rendez-vous. Donc c'est toujours avec l'accord du patient, bien entendu. Et si le patient est d'accord pour pas attendre et puis aller avoir un rendez-vous aux alentours de l'hôpital, c'est jamais bien loin, parce que l'idée, c'est pas de leur faire des centaines de kilomètres, donc c'est jamais bien loin, c'est aux alentours de l'hôpital et dans la journée. Et donc, elles prennent le premier rendez-vous via notre plateforme en moins d'1 minute. Donc, on a déjà le protocole médical d'orientation qui est intégré sur la plateforme, donc on sait pourquoi on envoie le patient vers tel médecin, et puis on a tout un agenda avec tous les rendez-vous de tous les médecins qui travaillent en coordination avec l'hôpital. Alors, je parlais du problème réglementaire d'un côté. Vous avez un problème de mise à disposition d'offres de soins, parce que c'est le principal défi à relever. Alors, le gros défi au départ, c'était ça. On a tous eu la même idée en disant, il n'y a pas de médecin, qui va accepter de travailler plus. En réalité, on constate quand même sur le terrain qu'il y a une bonne volonté des médecins de ville, spécialistes ou généralistes, qui quand même sont prêts à prendre en charge des patients à partir du moment où on sait quel type de patient on leur envoie. C'est-à-dire que si vous ou moi, allons appeler un cabinet médical comme ça dans une liste, il n'aura pas forcément le temps de nous prendre. En revanche, si c'est envoyé par un confrère médecin urgentiste avec lequel il a échangé sur le type de patientèle qu'il est prêt à prendre en charge, donc c'est souvent une patientèle légère, c'est pas multipathologie, ce sont pas des personnes âgées ou des nourrissons. Donc c'est de la patientèle quand même qui vient pour un acte qui n'est pas chronophage dans un premier temps et qui n'est pas surtout et qui est sans danger pour le médecin aussi. Donc en termes de responsabilité, elles sont partagées et on sait quel type de patient on envoie. Donc il y a eu un premier filtre et puis une recommandation de médecin à médecin. C'est ça. Et c'est surtout le protocole médical automatisé qui a permis aujourd'hui de mettre tout le monde autour de la table et de dire je vous la fais courte, mais alors moi je prends les patients de tel âge à tel âge sur tel type de pathologie. Donc on se base sur le thésaurus pour comprendre exactement quelles sont les pathologies qui sont prises en charge. Et de l'autre côté, vous avez l'urgentiste qui va dire nous, on va garder tel type de patient, et souvent ce sont les patients âgés ou les nourrissons. C'est passionnant, hein? Oui, c'est fascinant. Moi, j'adore ces deux projets. Et alors, vous avez un point commun tous les deux, au-delà d'être réunis ici en plateau avec nous, avec Diversidays et Chloé, c'est que vous faites partie du programme Impact Builders, donc, qui est un partenariat entre Diversidays et Vivatech, parce que Vivatech va mettre vraiment l'accent sur les technos à impact pour cette édition. En quoi il consiste ce programme, Chloé ? Alors, on a voulu créer une promotion d'entrepreneurs qu'on va booster à l'occasion de Vivatech. On a sélectionné 9 entrepreneurs. On avait reçu beaucoup de candidatures. C'était dur de choisir. Donc, vous avez les pépites des pépites en face de vous qui proposent des solutions qui peuvent transformer leur secteur. Là,
On a 2 talents qui travaillent sur la santé aujourd'hui, mais on a aussi des personnes qui travaillent sur la mobilité. On a un projet sur l'alimentation, la lutte contre le gaspillage. On a même un projet aussi sur le harcèlement scolaire qui est porté par une jeune femme qui s'appelle Alia, qui a 15 ans, jeune fille même. Donc on a une plus petite de la promo, mais hyper ambitieuse, qui déborde d'énergie. Et l'objectif Donc ils vont avoir quoi? Un stand, une visibilité un stand, sur Vivatech? Exactement. Ouais. Mais au-delà du stand, il va y avoir une préparation. Il va y avoir aussi des rencontres inspirantes, des rencontres avec les investisseurs, des temps de pitch. Donc en fait, on a chaque jour pas mal de choses qui vont se passer. Et voilà, si vous voulez venir nous voir à Vivatech, nous on y sera. Ça c'est sûr. On de vous passera. rencontrer. Alors vous, Yanis, vous avez déjà l'habitude un peu des programmes parce que j'ai vu que vous aviez commencé avec un programme Startup Banlieue. Oui, exactement. Alors moi, je dis souvent que Diversité, c'était l'accélérateur et Startup Banlieue le déclencheur. Parce qu'on ne se rend pas forcément compte, mais dans l'entrepreneuriat, ça va très très vite. On a souvent ce fameux syndrome de l'imposteur. Et des fois, on se dit, non, en fait, je ne suis pas légitime. Vous parliez tout à l'heure d'être dans le domaine de la santé ou pas. Ma femme liée, moi, je ne l'étais pas initialement. Ouais. Et finalement, en fait, Startup Banlieue, ça a été le déclencheur pendant tout un week-end. On a été challengé sur notre business model. Et c'est là où justement, j'ai trouvé mon associé. C'est là où justement, j'ai commencé à me dire, en fait, mon projet, il vaut quelque chose. Et donc, c'est là où je me suis dit, Diversity Days, c'est pas mal aussi. Je me suis inscrit à Diversity Days et là, c'était l'accélérateur. Ouais, mais c'est important de penser à ces programmes et au fait que même si on a une super idée, qu'on est entouré de tout ça, c'est utile d'aller voir ces programmes. C'est indispensable, je dirais. Ouais. Aujourd'hui, on a la chance d'être accompagné et ça n'a pas été le cas pour nos aînés, par exemple. Nous, on a la chance d'avoir Ouais. des structures comme celle-ci. Il faut surtout en profiter, en tirer le max. Alors, de votre côté, vous êtes accompagné par l'Escalator de Maurice Lévy. C'est déjà un lien avec Vivatech, ça. Oui. Oui, alors, En quoi ça consiste cet accompagnement? Alors l'Escalator nous accompagne toutes les startups pareil, qui sont sélectionnées. Il y a un gros tri qui est fait sur des startups dites prometteuses, ou en tout cas qui ont un impact déjà social et sociétal et qui sont portés par des porteurs de projets qui ont une vraie volonté de faire avancer leur entreprise. Et donc, il y a un accompagnement qui est un accompagnement d'une part classique sur pas mal d'ateliers pour gérer une entreprise, parce qu'une entreprise, ça se gère. Ouais. On a beaucoup de choses au niveau juridique, comptable, légal, réglementaire, chacun dans ses secteurs d'activité. Et puis, il y a aussi un autre accompagnement qui est là, pour moi, pour le coup, plus pertinent et qui me correspond beaucoup plus, c'est qu'on a un accompagnement personnalisé. Et en fonction de nos besoins, à un instant T, ils vont tout mettre en place pour répondre à ce besoin-là. Et c'est ça, en fait, je pense, en tant qu'entrepreneur, dont on a besoin quand on n'a pas une équipe très, très développée. Oui. Ouais. Il faut vraiment avoir des gens qui vous soutiennent au quotidien et qui sont capables de répondre à une demande, parce que c'est ça, la vie de l'entrepreneuriat, c'est qu'on a des demandes comme ça qui tombent, et il faut savoir y répondre de façon pertinente et sans commettre d'impair. Et du coup, là, on a des gens qui sont capables de nous accompagner sur ces questions-là. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous attendez là d'ici la fin de l'année comme développement pour vos startups? Alors, moi, j'aimerais, dans un premier temps, qu'on continue d'avancer avec les hôpitaux. On a déjà fait un gros travail avec le ministère de la Santé et donc on a été conventionné avec eux. Donc ça nous a un peu permis de tester notre technologie et d'avancer dessus. Donc voilà, continuer notre travail en France. On est aussi sur de l'international avec le Canada et Hong Kong prochainement. Et puis ce que j'aimerais aussi, c'est peut-être aussi convaincre les investisseurs de venir nous accompagner en disant oui, le marché de la santé est un marché un peu compliqué en France, mais qu'avec les bonnes volontés et puis une bonne compréhension du marché, on peut y arriver. Donc voilà, s'ils veulent nous accompagner dans l'investissement, ils sont les bienvenus. Il faut appeler Zaïm. Voilà, absolument. Yanis. Nous, tout simplement, je vous annonce que les applications verront le jour 10 septembre 2023, grâce à mon associé et ses équipes. Quelle date vous avez dit? Septembre 2023. Septembre Pour la rentrée. 2023. Tout simplement. Et donc, nous, notre modèle de déploiement, en fait, on aimerait avancer de manière, on va dire, step by step. Donc, on va commencer à l'échelle locale, avec la ville qui a vu naître le projet Ordolib. Donc, moi, Cramaïel, commencer avec nos premiers patients, nos premiers pharmaciens. Et une fois qu'on aura réussi à prouver la viabilité du modèle, pouvoir le déployer ou pouvoir le scaler, comme on dit dans les startups, donc à l'échelle locale, départementale, régionale. Et puis, forcément, pouvoir conquérir la France quand ce sera possible. Parfait. Et pour vous, Chloé, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Diversity Days sur ce programme Impact Builders à Vivatech, par exemple? Que ça offre un maximum de choses aux talents qui sont dans le programme, que les rencontres investisseurs soient prometteuses, et aussi qu'il y ait aussi beaucoup plus de visibilité. Par exemple, ce serait super que tout le monde effectivement télécharge l'application de Yanis au mois de septembre. Voilà, booster au maximum des super profils.
Merci beaucoup. Yanis Barry, fondateur d'Ordolib, était avec nous. Zaïm Rai, fondatrice d'H24 Care, et Chloé Sebag de Diversity Days également étaient en plateau dans Smart Tech. Aujourd'hui, on termine avec notre regard sur Où va le web. Je dis notre regard sur Où va le web, mais non, on va s'intéresser au regard des 16-25 ans sur les métavers. Métavers, quelles sont les attentes de la génération Z? Vous savez, ce n'est après 1995. Eh bien, l'agence Even, avec la complicité de l'ONG Respect Zone, leur a posé la question. Ils sont jeunes, ils doivent aimer et s'approprier les nouvelles technologies. C'est ce qu'on pourrait croire, mais pas si sûr que cette génération soit prête à migrer tout de suite dans ces univers virtuels. Selon l'étude, 48% des 16-25 ans savent ce que c'est que le métavers. 1 sur 2, c'est déjà ça. Par contre, 58% déclarent ne pas avoir envie de s'y rendre. Pourquoi? Parce qu'ils doutent de son utilité. Rien de flagrant, mais le panel semble bel et bien tiraillé entre deux, entre opportunités et risques du métavers. Certains y voient des bénéfices, évidemment. Ils s'attendent à ce que ces mondes virtuels les aident en termes de créativité, notamment pour 55%, les aident à communiquer également, ou pour 49% à apprendre. Mais ils restent aussi très vigilants. Ils craignent d'y retrouver des formes de cyberviolence, des discours de haine ou carrément du cyberharcèlement. Ces jeunes demandent d'ailleurs davantage de régulation. Ils comptent aussi sur un système de sanctions proportionnel aux préjudices commis, comme dans la vraie vie, quoi. L'ONG Respect Zone profite aussi d'ailleurs de cette étude pour faire 35 propositions pour un métavers plus éthique et qui favorise la diversité. Petit sondage en plateau, vous en entendez quoi du métavers, Zaïm? Écoutez, moi, pas grand-chose. Je sais que c'est une vraie technologie qui a disrupté un peu ces derniers mois. En revanche, moi, c'est plutôt la blockchain qui, je pense, va vraiment faire une différence. Il y a un avant et un après blockchain aujourd'hui dans les nouvelles technologies, parce que ça permet une grosse sécurité des données, ça permet une personnalisation avec un vrai respect, un vrai cadre. Et je pense que la blockchain, notamment dans la santé, je pense que c'est vraiment la suite. Le métaverse... Ce sera encore un petit peu plus tard, peut-être. Peut-être un peu plus tard, je pense qu'il y a encore un peu de travail à faire dessus, mais pas convaincu par le métaverse, plus la blockchain. Merci beaucoup, merci de nous suivre. Merci à tous les trois d'avoir été en plateau. Chloé Sebag, porte-parole de Diversity Days, Yanis Barry, fondateur d'Ordolib, et Zaïm Rai, fondatrice d'H24. Merci à vous de nous suivre tous les jours. On se retrouve évidemment dès demain pour une nouvelle discussion sur la tech.